Cette semaine, à Vidéo Terreur, le cinéma vérité. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on vous parle de cinéma vérité ou quand on tente de faire passer la fiction pour le réel. Et avec moi, comme toujours, l'inimitable Jimmy Franqueur. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Ça va bien toi? Oui. Ouais. C'était une tendance quand même intéressante dans le milieu des films d'horreur, c'est de faire passer un film qui est une fiction pour quelque chose qui s'est réellement passé, comme si on pourrait filmer la réalité. Tout à fait. Ça vient d'où cette tendance-là? Ben, tu sais, en fait, je pense qu'il y a toujours eu cet intérêt-là de vouloir un peu briser la barrière entre le réel et la fiction pour justement que le lecteur ou le spectateur s'y voit immergé dans l'œuvre. Tu sais, par exemple, si on reste dans l'horreur, si on regarde par exemple comme Dracula, le roman, en fait, est basé sur un échange de correspondance, comme si c'était des lettres. Comme si c'était des lettres qu'on avait retrouvées. On va avoir ça aussi beaucoup dans Lovecraft. Ouais. Call of Cthulhu, où on va avoir beaucoup de... Ou même, c'est Dagon, où on a l'impression que c'est quelqu'un qui écrit un peu ses mémoires ou ses dernières volontés. Fait que, tu sais, même... Bon, prenons un exemple. C'est vrai, je me rappelle avec des fins punchées, du genre, il est en train de finir d'écrire, puis on le sait pas finalement parce qu'il meurt avant, puis ah non, à la fenêtre, et puis là, tu le sais pas, puis tu sais. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Puis même, mettons, Kafka va réutiliser ce genre de truc-là. Par exemple, dans le procès, le personnage principal s'appelle K. En fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est donner l'impression qu'on veut préserver l'anonymat de gens, comme si ça s'était vraiment passé. Fait que, au niveau de la littérature, c'est une astuce qu'on a quand même utilisée. Puis après ça, quand on va y aller au niveau du cinéma, on va avoir aussi, appelons ça, il y a eu comme une mode où on voulait adapter des histoires vraies. Prenons l'exemple le plus connu probablement, Amityville, un roman qui a été fait en 1977. C'était basé sur une histoire vraie, c'est ça? Oui, en fait, c'est comme ça que c'est présenté. Là, la question, c'est toujours de savoir, il y a des gens qui vont y croire, d'autres vont dire, les gens, en tout cas, ont peut-être beurré épais, là. Mais, quand on regarde le film de 79, si ma mémoire est bonne, on va le présenter comme basé sur des faits réels. Là. Puis, sincèrement, je pense que ce qui fait qu'on parle encore du Amityville aujourd'hui, c'est beaucoup un peu cette prétention-là d'avoir quelque chose de vrai parce que, je ne sais pas si tu l'as revu récemment, là, en tout cas, personnellement, je ne vais insulter personne, là, mais moi, c'est un film que je trouve particulièrement ennuyant. Là. Oui, très, très moyen. Là. Très moyen. C'est surprenant même qu'il y ait eu autant de suite. Cette tentative-là, un peu de faire des adaptations. Je vais prendre un exemple ou deux encore. Il y a eu The Entity, où on dit, on rapporte des faits réels. Même, je ne sais pas si tu te rappelles, dans Return of the Living Dead, on commence en disant ces événements sont basés sur une histoire vraie, puis on essaie de dire, en fait, que Night of the Living Dead, c'était une vraie histoire, puis que on a un peu passé ça sur le dos de la fiction. Fait que Return of the Living Dead aussi joue un peu sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, même si, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru là, que c'était vraiment un vrai film. Fait que, après ça, je dirais, si on parle vraiment de la structure, là, ce qu'on a appelé aussi les found footage, les films un peu, je sais pas si c'est l'équivalent français, les films vérité, il faut remonter en Italie. Okay. Puis il faut remonter un peu à l'époque du documentaire, là, ce qu'on avait appelé les Mondokane, un film qui s'appelait Mondokane, mais on a appelé aussi ce genre de documentaire-là des Mondo. C'est des documentaires chocs, qui sont pas, en fait, l'objectif, c'est pas qu'on apprenne aux gens des choses ou qu'on les fasse réfléchir. C'est vraiment des choquer puis de voir des choses un peu exotiques. Et on a les réseaux de nouvelles en continu pour faire ça. Tout à fait. Puis, en fait, ce genre de truc-là, on va le pousser un peu. Je sais pas si tu te rappelles de Face à la mort. Oui, oui. Ça, c'est documentaire sur la mort, en fait. Effectivement. Puis, en fait, là, on apprend plus tard, par la bande, qu'il y a des éléments, des extraits qui sont réels, par exemple, d'accidents, des choses qui ont été montées de toutes pièces. Fait qu'on pourrait appeler ça des faux vrais documentaires, ce qui n'est pas un terme breveté, là. Fait que ça, c'est une chose. Fait que les Mondo, on est vraiment dans des documentaires dans l'esprit de choquer. Fait qu'en Italie, on a Ruggero Deodato, qui est le réalisateur qui nous a donné le Cannibal Holocaust, qui va beaucoup s'inspirer de ça. Puis il y a quelque chose là-dedans qu'il trouve intéressant, l'idée de
jusqu'à où qu'on peut peut-être là, briser un peu la barrière entre le spectateur qui regarde un film en sachant que c'est complètement de la fiction. Fait que la structure est là, en fait. La structure, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est des journalistes qui découvrent des bobines de films d'une équipe là, qui est disparue. Puis on se met à écouter les bobines, puis on voit un peu le reportage là, qui était en train d'essayer de tourner, puis là, sont prises avec des cannibales. Puis à mon avis, là, je dirais, sans trop se tromper, c'est vraiment à partir de là que le genre va comme émerger, mais ça va être assez long, là, parce que c'est une idée, je dirais, quand même assez géniale de sortir un peu, d'amener le spectateur à se douter un peu là, de la véracité de ce qu'il voit, tu sais. Puis après ça, on va quand même, je dirais, assez rapidement. Là, il y a eu un petit peu un pendant là, au Japon là, qu'on a appelé une série qui s'appelait Guinea Pig. Où en fait, ça va nous ramener un peu aux légendes urbaines, là, ce qu'on appelait des snuffs. Là. Il y avait des légendes à un moment donné qu'il y avait des gens qui filmaient des vrais meurtres. Mm-hmm. FBI n'a jamais là, corroboré ça, mais dans l'imaginaire populaire, c'était un peu ça. Fait que la série Guinea Pig, en fait, écoute, c'est des films à peu près de 40 minutes. Il n'y a à peu près pas d'histoire. Puis c'est vraiment comme on essaie de simuler un film de meurtre. Je ne le suggère pas nécessairement, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est quand même l'idée d'essayer de passer de la fiction pour de la réalité. Il y a quelques films là, qui vont exploiter, mais on n'est pas encore dans la mode. Puis c'est avec Blair Witch Project que là, on va arriver vraiment à... en fait, à la même structure que Cannibal Holocaust. Là. On a une équipe là, qui faisait un documentaire qui est disparu, puis là, on retrouve les cassettes, puis on écoute les cassettes, essentiellement. Et la différence, peut-être, je ne sais pas si je me trompe, mais dans Blair Witch, c'est tout le côté aussi qu'on a l'impression que c'est tourné de manière amateur, que, tu sais, au niveau du grain, c'est hyper minimaliste, donc c'est réaliste que des gens puissent avoir tombé là-dessus, plus que si, des fois, là, tu vois des travelling, puis... je sais pas, ça peut-tu avoir un lien? Tu sais, oui, puis je pense que, tu sais, parce que Blair Witch, il faut quand même, là, je pense que c'est le 37e film d'horreur le plus rentable de tous les temps. C'est dans les films indépendants les plus rentables. Écoute, je pense que ça a coûté, de mémoire, je pense que c'est à peu près une 60aine de mille. Ça a rapporté, écoute, 250 millions. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a plusieurs éléments, là, je pense, qui vont rendre Blair Witch, je dirais, important. Un, du point de vue économique pour les studios, à partir du moment où on fait un passage de 60 000 $ à 250 millions, il n'y a pas un studio qui ne veut pas en produire un. Là. Ouais, ça coûte peu, puis ça coûte... C'est un peu comme la loto, là. Ça, c'est un élément. Puis, tu sais, on est dans les années 90, puis l'émergence de la caméra disponible, tu sais, c'est là maintenant, tout le monde a une sur soi, là, que le téléphone. Mais tu sais, on commence à avoir la caméra vidéo là, qui est un peu plus accessible. Puis la plupart des spectateurs, en tout cas, ont eux-mêmes filmé de par l'accessibilité de la chose. Fait que, tu sais, il y a comme une identification aussi au médium. Tu sais, on reconnaît des plans un peu, comme tu disais, amateurs, un peu du croche, mais parce que nous-mêmes, on en a tourné, tu sais, même ne serait-ce qu'à filmer un party de Noël, tu sais. Ah ouais. Fait qu'il y a quelque chose, je pense, qui va favoriser l'identification. Puis ça, c'est un point important. Mais tu sais, au-delà de ça, même, ça va briser même une structure. Parce que typiquement, dans le cinéma, dans le film, les gens qu'on voit à l'écran, on part un peu du principe que il n'y a pas de conscience de la caméra. T'sais. On est un spectateur un peu comme du point de vue divin. Là, on regarde les choses. Mais dans les films de ce type-là, l'élément marquant aussi, c'est que les acteurs, ou en tout cas les personnages, se savent filmer. Ils vont interagir avec la caméra. Fait que la caméra ne devient pas quelque chose ou un témoin, je dirais, invisible, mais presque aussi comme, je dirais pas un élément, comme concret. Là, donc, puis il va falloir même aussi, je dirais, user d'astuces parce que, encore une fois, trouver des raisons pour qu'on continue à filmer. Trouver des raisons pour... souvent, ils vont être obligés d'utiliser des trucs comme on n'a pas d'éclairage, fait que là, on sert de la caméra pour continuer à éclairer. Fait que, au-delà même de l'astuce, là, je dirais, il y a quand même une structure classique qui est brisée avec ça. Oui, c'est intéressant parce que ça ramène le spectateur à sa vie, lui, donc la possibilité que ce soit plausible, que ce soit vrai. Ouais, écoute, pendant, je pense, les 2 premières années, là, Internet Movie Database listait même les acteurs comme étant disparus, portés disparus. OK. Quand on a présenté le film au Festival de Sundance,
on présentait le film en disant que on n'avait toujours pas retrouvé l'équipe, les acteurs qui n'étaient pas... On a joué là-dessus, là. Oh oui, oui. Fait que, tu sais, puis... on revient, là, on est en 99, on n'a pas encore nécessairement, oui, on a Internet, mais il n'y a pas nécessairement, ça n'a pas la présence qu'on a aujourd'hui. Où, on se pose une question, on va voir. Fait il y avait encore un peu le doute, comme, hein, oui, moi, je me rappelle, quand j'étais allé le voir au cinéma, les gens disaient, non, il paraît que c'est quelque chose de vrai. Je pense que ça serait dur d'avoir ça aujourd'hui. Là. Puis, même au cinéma, là, quand on le voit au cinéma, je me rappelle sur grand écran, ça shakeait tout le temps. C'était assez nouveau. Là. Il y avait quand même quelque chose d'innovateur. C'est un style qui est devenu, je dirais, maintenant quand même assez utilisé, là, mais à un moment donné, comme je dis, c'est assez innovateur. Là. Et à partir de ce moment-là, on a vu beaucoup pas de pastiche, mais on a tenté beaucoup de réutiliser ça, l'idée de la caméra épaule, l'idée de filmer, de faire passer ça pour vrai, même si des fois, on le sait clairement que ça n'a aucun sens que ce soit vrai. Là. Oh, tout à fait. En fait, je te dirais, des fois, je me suis posé la question, pourquoi ça... à partir du moment où on sait clairement, on va prendre des films qu'on peut parler de Rec, là, un quatuor espagnol de zombies là, extraordinaire. Clairement, on le sait. Il n'y a personne qui se dit « Ah, c'est peut-être vrai ». Fait que, ce genre de film-là ne tient pas uniquement sur la prétention ou, en tout cas, l'idée qu'on croit que c'est vrai. Fait que c'est même dur, moi, je trouve, à quelque part, comme... C'est quoi l'attrait rendu là? C'est une bonne question, parce que Rec, ça reste encore... On peut y croire un certain temps, là, l'équipe de tournage, de journalistes qui viennent filmer, etc. Mais d'un autre côté, quand tu écoutes un film, mettons, comme Cloverfield, où c'est un monstre géant dans Manhattan, on le sait là, que c'est pas vrai. Mais il reste qu'on a un point de vue intéressant où on a le point de vue humain. On n'est pas au point de vue monstre, on n'est pas en macro, on est vraiment en micro, on est là, on voit des bouts de pieds, des affaires. Même le film perd à peu près tout intérêt quand on voit le monstre au complet, là, parce que ce qui est intéressant, c'est de pas savoir, c'est de conserver le mythe, de faire semblant que ça se serait passé, même si on le sait, là, qu'il y avait un monstre géant, il n'y a jamais un monstre géant qui a attaqué Manhattan. Non, mais honnêtement, je pense que tu mets le doigt sur ça. Je pense que c'est l'idée d'avoir un point de vue qui est comme du point de vue humain en permanence, du point de vue des gens qui vivent l'action. Parce que de façon générale, c'est un point de vue extérieur aux gens qui vivent l'action. Là, ce style-là, en fait, lui, il va plutôt exploiter la perception via les gens qui vivent l'action. Fait que, je pense que juste le fait d'avoir un point de vue différent, ça peut amener un intérêt, effectivement. Penses-tu que ce genre-là, c'est un peu fait aussi tué ou éliminé par les réseaux sociaux, les TikTok de ce monde, où là, on se filme, on se met en scène, puis on fait passer ça pour du réel. On en a beaucoup de ça. Et même, il y a beaucoup de je veux dire, maintenant, là, quelqu'un va se battre d'un bar, mettons. Là, il va y avoir 5-6 caméras, téléphones qui vont sortir, puis ils vont filmer, puis ça va se retrouver sur les réseaux dans le temps de le dire. Donc, je ne sais pas si on sent que ça, c'est plus réaliste, mais ça aussi, souvent, ça peut être fabriqué, même si certains vont être vrais, puis c'est difficile de faire la part des choses. Oui, puis là, on revient encore une fois à la notion de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Même, encore une fois, les batailles de bar, on en a vu aussi qui ont été chorégraphiées. Fait que, ça amène toujours aussi un questionnement au réel. Encore une fois, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, le suspension of disbelief, mais le fait aussi d'avoir, comme... Ne serait-ce qu'un format qui ressemble à la vraie vie permet peut-être quand même de s'identifier plus facilement. Oui, à ce genre-là. Mais il y a des limites aussi. Hein? Ben, absolument. Encore une fois, il y a comme une structure qui est difficile de... À partir du moment où vous êtes toujours... On est toujours pris avec quelqu'un qui doit filmer en permanence, trouver des raisons pour, encore une fois, toujours être comme là. Il y a des éléments dramatiques aussi qui se perdent. Là. Souvent, ça amène aussi des personnages avec peu d'éléments biographiques parce qu'on sait d'eux autres ce qu'on sait là. Ouais, c'est ça. On tente de dépeindre leur vie comme si c'était réel. Mm-hmm. Mais des éléments biographiques, je veux dire, spontanément, on n'en donne pas systématiquement à tout moment. Non? Fait que donc, ça reste des personnages un peu, des fois, je dirais presque fades ou au moins en 3D. Oui, parce qu'ils se présentent pas, ils commencent pas à dire. Déjà, si on commence à la caméra, bonjour, j'ai tel défaut, j'aime manger de la crème glacée. On peut pas le voir, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Fait, je pense que c'est quand même un style qui a certaines limites, mais qui a quand même aussi certaines forces. Là. Puis, est-ce que c'est encore crédible? Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus adaptés à ça. Moi, je pense, entre autres,
comme les extraterrestres, où on a beaucoup de footage là, d'extraterrestres qui devraient être, bon, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, ou tout ce qui a rapport au paranormal, les esprits, il y a même eu la série de films... Paranormal Activity. Oui, exactement. Oui, ça aussi, là, je pense que c'est une formule qui marche particulièrement bien avec l'horreur, effectivement, avec le paranormal, avec les ovnis, des trucs comme ça. Je pense pas que c'est une formule qui marcherait nécessairement bien là, dans le drame ou quelque chose comme ça, mais Paranormal Activity, entre autres, ça a été, je pense, le deuxième film important. Puis, encore une fois, le coûte, je pense que c'est 16 000 piastres qui a coûté le film. 193 millions de recettes. Ouais. Encore une fois, là, pour les studios, c'est magique. Là. Mais c'est trouver ce filon-là pour réussir à le réactiver. Puis, Paranormal Activity, en plus, là, je dirais, contrairement à Blair Witch, ça se passe presque essentiellement dans une chambre à coucher. Mm-hmm. Mais encore une fois, il y a toujours quelque chose d'intéressant parce que, en fait, eux autres, le filon, je trouve, c'est il y a beaucoup de trucs qui sont faits pendant que les gens dorment. Puis c'est probablement notre moment le plus vulnérable dans la vie. Ça, je pense qu'on est allé chercher l'identification à cette espèce de vulnérabilité-là. On se voit jamais dormir. Puis là, on voit des gens, encore une fois, dans ce qu'ils ont de plus vulnérable. Puis là, souvent, il y a des choses qui bougent. Fait que, je pense qu'ils sont allés chercher une espèce d'hameçon là, émotionnel là, qui était intéressant. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ça a probablement aussi eu un succès. Là. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que quand on voit ça, on le disait tantôt, maintenant, tout le monde peut filmer, on le sait qu'il y a quelque chose. Puis dans Paranormal Activity, on a pris le pari inverse. On va utiliser la technologie qui est disponible, puis comme tu l'as chez vous, tu le sais que ça se peut que ça soit vrai. Fait qu'essaye-les donc, filme-toi en train de dormir juste pour voir qu'est-ce qui va se passer, tu sais, je sais pas. Oui, je pense que c'est exactement ça, là. Fait que, on joue beaucoup sur aussi, encore une fois, le médium, les gens, la proximité avec le média. Fait que, encore une fois, je pense que c'est tous des moyens qui vont faciliter l'identification aux personnages. Oui. Puis, mais pour que la recette fonctionne, ça prend un peu de magie, j'imagine. Oui, ben là, tu sais, rendu là, écoute, il y en a eu énormément. Là, pour plein de raisons, en fait, parce que si vous êtes un jeune réalisateur qui n'a pas beaucoup de moyens, puis qu'il n'y a pas un studio qui va vous backer, je pense que pour se lancer, ça peut être un pari intéressant. Là. Encore une fois, à partir du moment où on se dit, bon, un film comme Paranormal Activity, 16 000 $, comme pour produire un film, c'est pas énorme. Là. Ouais. Fait que, ça a permis, je pense, à beaucoup de cinéastes de s'y essayer, mais c'est pas toujours une recette gagnante. Là. Je dirais pour un qui fonctionne, même, écoute, George Romero en a fait un, c'est Diary of the Dead en 2008. Puis Romero, c'était quand même là, un pilier. Je pense qu'il était trop associé à son genre. Puis, ça n'a pas été un succès nécessairement. Là. Je pense que si ça n'avait pas été lui, ça n'aurait même pas levé. Puis même, on va utiliser cette idée-là dans des films où on sait clairement que c'est pas vrai, mais on va semer la graine de nos peurs. Moi, je pense à des films comme, mettons, Hostel. Bon, c'est des jeunes. On sait que c'est un film. Là. C'est des jeunes, mais là, ils s'en vont pour trouver des filles en Europe de l'Est. Et là, à go, ils sont pris dans une espèce de raquette de trafic d'organes. Mais là, on se fait, attends, j'ai entendu ça, trafic d'organes. On a tout entendu une histoire de peur de quelqu'un qui se fait droguer puis qui se réveille puis il manque un rein. Donc, on va tabler sur cette peur-là qui est très réelle pour essayer de créer de l'horreur nouveau genre. Oui, ben ça, c'est vraiment intéressant aussi. Au lieu d'y aller sur la tangente du, appelons ça Hostel, c'est pas tant le moyen comme la façon de filmer qui va essayer de créer l'hameçon. C'est plutôt justement les légendes urbaines, les trucs qu'on a entendus sans trop savoir d'où ils venaient. Fait que, en fait, le film d'horreur est aussi payant si on réussit comme encore une fois, à briser un peu la distance entre le spectateur et le film. Oui, parce qu'il y a tout le contexte historique aussi. Mettons, quand on regarde là, des films, mettons, sataniques, là, d'aujourd'hui, on regarderait ça un peu en riant, mais à l'époque où la religion était omniprésente, ça avait une incidence beaucoup plus réaliste. Comme en ce moment, j'ai l'impression qu'on va voir une vague de films d'épidémie, comme il y en a déjà eu, des bons, des moins bons, mais la maladie, Alien Contagion, il y en a eu plein là, qui ont plus ou moins marché, mais là, ça, je pense que c'est au goût du jour parce qu'il y a une peur réelle de ça dans notre environnement. Puis je pense que la prochaine affaire, ça va être la peur des changements climatiques, ou je ne sais pas si ça peut nourrir à quelque part. Moi, je pense que oui, parce que, encore une fois, si ça part de quelque chose de contemporain qu'on vit,
ben encore une fois, je vais appeler ça de même, l'hameçon émotionnel est là. Quand tu parles justement des films, Exorcist et autres, Exorcist, c'est quand même un film qui se tient aujourd'hui, mais j'essaie toujours de me remettre dans en 74, vous avez des convictions religieuses, le diable est une réalité à quelque part. C'est fort, là. Puis, il y a eu on appelait ça le satanic panic aux États-Unis, où on avait l'impression de voir le diable un peu partout à un moment donné, dans le métal, dans les films. Bon. Mais oui, si ça vient chercher quelque chose auquel on croit, là, je pense que ça multiplie l'impact du film. Là. Ouais, bientôt, on va faire des films d'horreur avec Zoom, puis avec... en fait, il y en a un, là, le titre m'échappe. C'est exactement ça. Ça se passe sur... c'est sur comme... Les réseaux sociaux. Bon, c'est pas la plateforme Zoom, parce que pour les droits d'auteur, là, on a probablement... mais c'est exactement ça. Tout le film, en fait, c'est qu'on fait une séance de spiritisme en ligne. Puis ça a été tourné, d'ailleurs, pendant la pandémie. Je vais probablement quelqu'un qui va m'écrire là, pour me le dire. Le titre m'échappe. Mais ça se fait vraiment sur Zoom. Là, puis là, on va invoquer un esprit, puis voir des apparitions. Puis... Fait que oui, ben ça, c'est un très, très bel exemple. Effectivement, on a récupéré cette structure-là. Puis encore une fois, ça me parle. Moi, on a eu des rencontres sur Zoom. Puis, fait que oui, tu vois, puis en même temps, on a inclus aussi la pandémie. Ça se passe pendant cette période-là. Fait que oui, belle observation. Non, puis dans les autres genres de films, on retrouve ça aussi. À quelque part, quand on fait, je sais pas moi, la chute de Berlin, un film historique sur, on prend des éléments de la réalité, puis on va tenter de dépeindre ça parce que c'est basé sur une histoire vraie, mais on le dépeindra pas nécessairement comme vrai, mais on joue toujours sur la limite entre le réel, où on va intégrer, par exemple, dans un contexte historique, une histoire d'amour, une histoire de est-ce que ça a été vrai, c'est pas vrai, difficile à dire. C'est intéressant parce qu'effectivement, à partir du moment où on dépeint, mettons, on va présenter un film comme basé sur une histoire vraie, chaque scène, on nous dit pas celle-là est vraie, celle-là est fausse. Ouais, c'est ça. On part sur l'espèce de présomption que, de façon générale, ça doit être vrai, mais le tri, on peut pas le faire. Fait que on va devoir presque acheter en bloc, là. Ouais, et puis je pense entre autres encore à Texas Chainsaw Massacre. Tu sais, 1 an avant que le film se fasse, il y a un vrai tueur, Ed Gein, qui est arrêté, qui a dépecé des gens pour se faire des lampes. Puis ça, c'est vrai. On reprend ça. Donc, le rapport avec la réalité aussi, là... encore là, c'est oui. Fait que là, quand on l'écoute, surtout, si j'imagine à l'époque, là. À l'époque, on se dit, écoute, ça devait être ça, tu sais. Parce qu'encore une fois, on sait qu'il y a un bout de vrai, puis on voit ce qu'on voit, fait qu'on fait une association. T'sais. Oui, on va nourrir la peur ambiante. Là. Je me rappelle quand j'étais jeune, on disait « Fais pas du pouce, c'est dangereux ». Il avait sorti le film Hitchhiker, qui est pas très bon, mais qui... Non, mais tu sais, qui exploite un peu ces peurs-là. Ce serait quoi, toi, selon toi, les peurs, là, les prochaines tendances qu'on devrait avoir avec nos peurs ambiantes? Je pense que la contamination, ça, c'est probablement quelque chose. Là. Peut-être pas là parce que, des fois, le cinéma est souvent un petit peu pas en retard, mais c'est comme... nourrit de la tendance ambiante. Oui, puis mais va la recracher un peu plus tard. Parce que là, je pense qu'actuellement, les gens qui sont comme j'ai vraiment le goût de voir un film de virus puis d'épidémie. Qui se passe en ligne. Qui se passe en ligne, c'est peut-être moins ça, mais... puis je sais pas jusqu'à quel point, c'est une bonne question, je sais pas jusqu'à quel point, quand on est dans le présent, on est bon pour prévoir, ça va être quoi la prochaine tendance. Si on était vraiment bon, probablement qu'on serait riche, là. Clairement. Mais c'est dur à se projeter parce que souvent, ça va se baser aussi sur des choses qu'on a l'impression qu'elles sont tellement omniprésentes qu'on les voit pas, là. Un peu comme dans les années 50, on avait on commence à avoir la peur du communisme qui augmente. Puis là, on a des films comme Village of the Damned ou Invasion of the Body Snatcher. Mais dans les années 50, je sais pas jusqu'à quel point on aurait pu, au début, projeter ce genre de film-là. Là. Fait que c'est dur de voir si ce genre-là a un avenir parce qu'on sait pas c'est quoi qui vont être nos peurs qui s'en viennent. Oui, mais je pense que ça va quand même rester une plateforme de lancement intéressante. Mais pour peut-être, écoute, il y en a peut-être... Pour un film intéressant, il y en a peut-être 50 qui sont moins bons. Il y en a quand même quelques-uns. Là. Je ne sais pas si tu voulais des suggestions, là, mais moi, un que j'ai trouvé intéressant de par, je dirais, l'idée générale, c'est VHS. On en a fait quelques-uns, là, où en fait, c'est une anthologie, ce qu'on voyait peu. Là. Moi, je trouve que c'est un format. J'ai toujours aimé ça, moi, les anthologies, comme Creepshow et Tales from the Crypt. Puis, fait que là, on fait une anthologie, mais de cinéma, vérité. Là. En fait, on trouve des cassettes VHS, puis... chacune a un peu comme son épisode.
Fait que ça, je trouve que c'est une plateforme que je trouve intéressante. Là. VHS avait cette espèce de oser un peu sortir puis d'arriver avec quand même l'idée comme du clip ou du film qu'on a fait. Un qui a, malheureusement, là, qui est, à mon avis, peu connu, là, mais c'est un film canadien, Grave Encounter, 2011. Ça se passe dans un asile psychiatrique. Ça fait un peu penser à Session 9. Là. Okay. Donc, c'est une équipe là, de télé qui fait des investigations sur les fantômes. C'est super. Il y a vraiment des belles scènes là-dedans. Là. Des belles scènes qui sont efficaces plutôt parce que les films, de façon générale, là, ce genre de film-là, found footage, on peut pas parler de belles scènes, c'est souvent un peu amateur. C'est ce qu'on veut, c'est que ça soit un peu tout croche. Ouais. Moi, je te dirais, des fois, je trouve qu'ils abusent un peu de l'effet, là, comme si l'image était vraiment, comme la qualité atteinte, alors que souvent, dans la vraie vie, moi, j'ai pas eu de souvenir souvent de voir que les films que je fais venaient tout croche. Ouais, ouais. Mais Grave Encounter, c'est un bon. Là. J'ai aussi Hell House LLC. Ça, c'est 2015. Une histoire qui se passe dans un hôtel là, il est arrivé des événements, puis on veut réouvrir la bâtisse. Puis en termes de scène, je te dirais dérangeante. C'est un autre pour ton âge. Ouais. Il y a Wreck, le premier. Là. Moi, oui, c'est Wreck, une des rares scènes, là, je te dirais que, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y a une espèce de personne, on sait pas trop, est tout croche là, à la fin, là, qui est intense. Là. Puis, comme je te dis, je suis dur à déranger, mais Wreck, là, la finale est assez intense. Ouais, là. Mais, tu sais, avec quelques exemples, il y avait aussi As Above, So Below, un film là, qui se passe dans les catacombes de Paris, oui. Qui est intéressant aussi. Puis lui, on va même y aller dans le surnaturel, puis même, je trouve qu'on réussit à faire quelque chose qui est quand même assez intéressant, mais malgré tout, un peu comme tous les genres, les films de cannibales ou peu importe, il y a des choses intéressantes, mais on touche quand même, je dirais, une limitation de genre. Là, hey, merci Jimmy, c'était vraiment très intéressant, un genre à lequel on n'avait pas réfléchi tant, mais je pense que ça vaut la peine de s'attarder là-dessus. Hey, merci à vous aussi d'avoir été là et nous on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Vidéo Terreur. Bonne semaine!